Donc, chers étudiants, chères étudiantes, on continue sur la question des sources du droit international, par référence à l'article 38 par rapport au statut de la Cour internationale de justice. Donc, on va voir les sources subsidiaires, après avoir vu ce qu'on appelle communément les sources principales. Pour ce qui est des sources subsidiaires de détermination du droit international. Donc, les sources subsidiaires ont été déterminées par la doctrine et comme preuve de l'existence de principes du droit international. Donc, ils ont la qualité de source subsidiaire en fonction de la preuve, c'est-à-dire de leur rôle probatoire sur l'existence ou le non-existence d'un principe ou d'une norme au droit international. Donc, les sources subsidiaires ne constituent pas des sources directes. Pratiquement, ce sont des sources indirectes, comme désigne la doctrine du droit international. Cependant, ils sont considérés comme moyens d'établir la preuve de l'existence d'une règle de droit ou d'une coutume internationale ou bien d'un principe général. Donc, le rôle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un rôle probatoire. La jurisprudence et la doctrine renforcent l'existence d'une source principale du droit international. Donc, en étant même source subsidiaire, ils ont une fonction probatoire. Et c'est pour cela que, dans la pratique du droit international, ces sources sont classées d'une manière méthodique, sous l'appellation de sources subsidiaires. L'article 38, comme vous l'avez remarqué dans l'autre séance, énumère seulement 2 moyens. L'article 38 énumère seulement 2 moyens. Des évolutions intervenues postérieurement à l'article 38 dans le droit international contemporain, comme on l'a expliqué avant, ont donné lieu, bien sûr, à la formulation de principes et de normes de droit international par d'autres intermédiaires et par d'autres, bien sûr, processus, autres que le processus, bien sûr, déterminé et prescrit par l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Donc, en effet, l'article 38 énumère seulement 2 moyens. La doctrine confirmée est dominante dans les disciplines du droit international public, c'est-à-dire que l'établissement de la preuve doit émaner, doit surgir, doit résulter d'une doctrine, d'un mouvement d'idées, d'une école qui est dominante dans le discipline du droit international public. Dominante, c'est-à-dire, bon, il y a l'école légaliste, l'école libéraliste, etc. Donc, si une école dominante dans le droit international immerge un principe du droit international ou soutient un principe du droit international, il est par conséquent constitué comme, bien sûr, source du droit international et il produit ses effets juridiques. Il produit ses effets juridiques dans l'ordre juridique international. La jurisprudence aussi est une source subsidiaire, un moyen de preuve de l'existence du droit international. Donc la jurisprudence des tribunaux internationaux et nationaux, quand ils statuent, bien sûr, dans les différents relatifs du droit international, ce qui est logique. Les sentences et les arrêts rendus par des cours internationaux ou nationaux sont pris en considération dans la formulation de la preuve de l'existence d'un principe de droit international quand ils se prononcent sur une affaire qui concerne le droit international, donc ils sont aussi pris en considération comme source indirecte ou source subsidiaire du droit international. Certaines mesures aussi, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi celles adoptées dans des conférences internationales, n'ont qu'une valeur de recommandation. Ils ne peuvent pas avoir ainsi une force obligatoire. Mais on avait distingué tout à l'heure, en parlant de l'Organisation internationale de la personnalité juridique internationale et de la participation des organisations internationales dans le processus normatif du droit international,
qu'il existe aux Nations Unies l'organisation des organisations, des organes. Il y a des organes comme l'Assemblée générale, dont les résolutions n'ont qu'une valeur recommandatoire, n'ont qu'une valeur proclamatoire, et qui n'ont pas une valeur exécutoire pour certains, malgré que le souci lors de la création est ce que l'Assemblée générale, censée être le Parlement de l'homme, joue un rôle législatif, car l'ensemble des États du monde, la société internationale, est représentée dans cette Assemblée générale. Et même d'autres acteurs depuis, par exemple, le Conseil économique et social, on trouve une certaine représentation des organisations internationales non gouvernementales. Mais malgré cela, le droit et la politique, la société internationale à la croisée des chemins, les résolutions de l'Assemblée générale n'acquièrent pas cette qualité, ils ne sont pas considérés comme source subsidiaire du droit international établissant de malgré que la pratique, bien sûr, a fait valoir que certaines résolutions et que la coutume et le droit conventionnel a fini par adopter certaines résolutions en matière des droits économiques, sociaux ou de droits humains plus généralement. Et cela aussi énonce l'importance du Conseil de sécurité en tant qu'organe législatif, organe judiciaire, aussi parajudiciaire dans un sens, car beaucoup de résolutions qui sont rendues par le Conseil de sécurité ont une valeur juridique, en valeur exécutoire, une valeur de source du droit international, le droit d'ingérence, la responsabilité de protéger, les résolutions qui concernent les sanctions sont une valeur, bien sûr, de source du droit. Donc, par conséquent, le Conseil de sécurité, les résolutions du Conseil de sécurité aussi constituent une source subsidiaire, mais à la limite des sources principales du droit international. Donc, voilà sur cet aspect-là, l'exemple des résolutions de l'Assemblée générale qui ont connu leur chemin vers la naissance juridique complète, c'est-à-dire qu'ils sont opposables, exécutoires, et ils ont une valeur juridique et une source du droit international opposable à tous. Il y a la résolution de l'Assemblée générale de 217 sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il y a la résolution de l'Assemblée générale 2131 sur la déclaration de l'inadmissibilité des interventions dans les affaires internes des États et la protection de leur souveraineté de 1965, qu'on appelle la déclaration de la non-intervention. Nous avons ici la résolution de l'Assemblée générale 2625 sur la déclaration des principes du droit international relative aux relations d'amitié et de coopération entre les États, en accordance avec des principes de la Charte des Nations Unies en 1970, la déclaration d'amitié entre les États. On pourrait aussi citer la résolution de l'Assemblée générale 3314, la résolution relative à la définition de l'agression. Certaines de ces résolutions ont été également considérées comme un accord ultérieur en résultant d'une pratique sur la manière dont les principes et les dispositions de la Charte des Nations Unies doivent être interprétés. Les conventions donc deviennent essentiellement et universellement acceptées, ces dispositions, et par conséquent constituent une force probante pour ces règles coutumières. Il existe des questions sur lesquelles on pourrait se dire s'il existe une hiérarchie des normes. Ce débat il est très controversé. Ceci dit, il faut partir du principe qu'il n'existe pas une hiérarchie parmi les sources du droit international énumérées dans l'article 38 du statut de la Cour internationale. Les juristes internationalistes souvent se réfèrent aux deux textes internationaux procédant par l'ordre
qui partent des conventions, coutumes et en dernier des principes généraux, c'est-à-dire sans prépondérance, sans préférence, sans hiérarchie. Ce n'est qu'un ordre, tout simplement, mais dans la pratique, il se trouve que certains juristes opèrent et observent cet ordre-là. Il existe deux catégories de normes et de règles fondamentales, il faut dire, même s'ils ne disposent pas explicitement d'un statut spécial, car la pratique du droit international avait donné lieu, bien sûr, à leur importance, à leur opposabilité et, bien sûr, à leur prépondérance dans les catégories des règles et des normes en matière du droit international. Les normes impératives ou principes de jus cogens, principe de jus cogens qui constituent des normes acceptées et reconnues par la communauté des États, considérées comme fondamentales et importantes, qu'aucune dérogation à ces règles n'est permise, comme les violations des souverainetés, les violations des droits humains, un certain nombre de principes impératifs et qui sont opposables à tous, que les États y participent dans des conventions ou y participent pas, qui s'y engagent ou qui s'y engagent pas, ils sont tenus par la substance de ces règles impératives, La deuxième catégorie de normes et des règles, c'est celle qui ressort de l'article 103 de la Charte des Nations Unies et rend les États membres tenus par l'obligation de recourir à la disposition de la Charte dans les situations de conflit, de règles entre les conventions internationales et de la Charte et les dispositions de la Charte. C'est-à-dire que si les États établissent des conventions et des accords qui régissent leurs rapports et aussi qui régissent le cas où il y a des différends qui peuvent surgir entre ces États et qu'il y a une discordance par rapport à l'application de la règle propice à ce différend. Quand les dispositions de la Convention ne sont pas conformes à la Charte, c'est la primauté de la Charte. C'est la Charte des Nations Unies qui vient en premier comme source du droit international. Et c'est là on parle d'une soi-disant hiérarchie. Alors, la Charte des Nations Unies se positionne et se situe relativement au-dessus des conventions. Donc, il y a cette interprétation de l'article 103, il y a les règles impératives qui ont des valeurs suprêmes, qui ont des valeurs, bien sûr, indépendantes et qui constituent des catégories de règles particulières. Pas particulières et qui disposent d'une certaine notoriété et d'une certaine valeur juridique particulières qui sont opposables à tous, car leurs règles et leurs normes dépendent des sujets vitaux, des sujets d'une importance et d'une priorité pour l'humanité et pour les États, et que ces règles-là concernent la sécurité internationale et la sécurité humaine plus généralement. Donc, la primauté des dispositions de la Charte face aux autres textes internationaux, cela a été réitéré par certains jurisprudences et par juristes, et même dans la pratique. Donc certains, comme j'ai dit tout à l'heure, ajoutent la résolution du Conseil de sécurité qui rentre dans la catégorie des règles jus cogens. Il y en a même qui considèrent que les règles, c'est-à-dire les résolutions qui émanent du Conseil de sécurité, disposent de cette qualité suprême, entre parenthèses, en matière de catégorisation des règles et des normes en matière de droit international. La Commission du droit international joue un rôle important dans la formulation de la règle du droit international et dans le renforcement des sources du droit international. Cette commission qui était chargée principalement de prospecter et de suivre l'évolution d'une pratique et la naissance, l'émergence d'une norme et d'un principe pour que cette commission l'intègre dans ses rapports et finit par être adopté par l'Assemblée générale en tant que norme et en tant que principe à intégrer dans le dispositif juridique international. La commission de codification du droit international a été créée en 1948 au sein des Nations Unies. Il est de nombre de 34 élus par cette même Assemblée générale des Nations Unies,
après que les États avaient nommé ces candidats. Donc, c'est une commission issue, nommée par l'Assemblée générale à travers des candidatures. Et ici, ça reflète l'importance qu'acquiert l'organe de l'Assemblée générale dans le processus normatif du droit international. Car il est chargé, comme vous le remarquez, de la nomination de cette commission de codification du droit international, et qu'il est chargé aussi de l'adoption des rapports émis par cette même commission, ces rapports qui donnent naissance, qui valident, si on pourrait le dire, la naissance d'un principe ou d'un droit, d'une règle ou d'une norme internationale qui devient opposable à tous, avec tous les effets et les conséquences juridiques qui en découlent. Donc les membres de la Commission du droit international ou de codification du droit international disposent des qualités et de compétences reconnues aussi que dans les domaines de la doctrine et le droit international, dans la pratique des normes et des règles internationales. Il joue un rôle très important et primordial dans la formulation et dans les règles du droit international. Il est même parfois cité dans ses travaux en tant que source du droit international, comme preuve de l'existence d'un principe ou d'une règle de droit international, compte tenu de la notoriété de cette commission et bien sûr de ses travaux. La commission de codification du droit international reflète franchement un large éventail d'expertise et de connaissances dans les divers domaines du droit international. Il faut rappeler que le Maroc aussi est représenté par le professeur Hassan Sfaadi Louazani dans cette commission de codification du droit international qui siège à Genève dans les locaux des Nations Unies et qui rend des rapports annuels, et vous pouvez en avoir accès à travers bien sûr le site web des Nations Unies et plus particulièrement de la Commission du droit international pour en connaître et en savoir davantage sur les travaux et l'importance de cette commission. Donc le mandat alloué à la Commission du droit international, c'est d'améliorer et de codifier le droit international d'une manière à élaborer un dispositif de l'ordre juridique international et enrichi dans la pratique. C'est-à-dire, il constate, il remarque, il poursuit la genèse d'une règle ou d'un principe dans le système international et l'ensemble des développements récents des engagements internationaux. Donc, il prospecte des pratiques pour l'émergence et pour l'adoption d'un principe de droit international pour qu'il soit contenu bel et bien dans ces rapports et ultérieurement adopté en tant que règles et normes et principes de droit international. Donc la Commission du droit international passe des années, Commission du droit international passe des années à étudier et à apprécier les domaines du droit international avant, bien sûr, de présenter des projets, des drafts, des brouillons à l'Assemblée générale pour l'adoption de projets de convention. Donc c'est un travail colossal, un travail très minutieux, et un travail de taille de la formulation et de la production de la règle du droit international, toujours en veille et en constatation et bien sûr en poursuite de l'évolution et des comportements des acteurs internationaux. Donc vous voyez que la Commission de codification du droit international joue un rôle important et qui est en mesure d'élaborer des règles et des normes suivant les mutations de la société internationale et suivant l'opportunité de l'adoption des règles et des normes, que ce soit prohibant ou autorisant. Prohibant ou autorisant, bien sûr, des droits, quand il s'agit des droits et des obligations des collectivités ou des États ou bien des individus et qui concernent l'ensemble des aspects des rapports internationaux. Donc les commentaires officiels sont considérés comme travaux préparatoires. Commentaires officiels sont considérés comme travaux préparatoires quand ils constituent une interprétation d'un article ou d'une convention d'une part.
et aussi le produit de l'unanimité de tous les membres de la Commission du droit international. Donc il se trouve que la Commission du droit international se livre à l'exercice d'un article ou de présenter des commentaires sur une convention, sur une explication. Il a une valeur interprétative des dispositions aussi du droit international, à condition que les commentaires émis et exprimés par cette commission du droit international requièrent de l'unanimité. C'est-à-dire que l'ensemble des membres de cette commission se prononcent en un seul mot. Il n'y a pas des avis dissidents. Il n'y a pas des avis dissidents, c'est-à-dire des avis contraires, parce que les avis dissidents peuvent exister même dans les jurisprudences, dans des arrêts rendus par des cours, dans des sentences. Il y aurait des avis dissidents, c'est-à-dire des avis qui ne rejoignent pas la majorité des arbitres ou la majorité des juges, avec bien sûr un exposé de motifs, que ce même exposé de motifs peuvent acquérir une valeur juridique dans le débat, dans la formulation des principes et des normes du droit international. Les mécanismes et les modes de réflexion, le mode de production sont divers et se basent principalement sur, bien sûr, l'argumentaire. Donc, il constitue donc les travaux de cette commission une source subsidiaire pour certains, et il les constitue effectivement pour déterminer la présence ou l'absence d'une règle coutumière en droit international. Donc nous remarquons que, plus généralement, les travaux, bien sûr, de cette commission, il y a la doctrine, les travaux de la doctrine peuvent être source du droit international subsidiaire, peuvent être des sources indirectes, et qu'ils peuvent servir de preuve au moment où un différend est déclenché entre des acteurs étatiques sur l'existence ou de non-existence d'une règle de droit. Donc la doctrine, ce sont l'ensemble des travaux des juristes internationalistes et des idées émises dans leurs travaux et dans leurs commentaires, dans leurs articles, que ce soit des articles ou des ouvrages, mais qui portent sur un argumentaire, car la réflexion juridique se base sur un mécanisme d'argumentation, sur un mécanisme de production d'arguments et de preuves sur l'existence, et qui peuvent s'inspirer, bien sûr, de moyens de preuve juridiques et moyens de preuve factoriels. Par exemple, sur l'existence de la coutume, sur l'existence d'un principe coutumier. Et c'est ça l'importance. Aussi la jurisprudence. La jurisprudence constitue une source d'une extrême importance, indéniable, parfois même direct, du droit international public. On avait remarqué que le droit international, les normes et les principes du droit international public, classiques et contemporains, se sont basés généralement sur les arrêts célèbres de la Cour de justice internationale de l'Haye ou sur des cours d'arbitrage. Il y a des arrêts de référence, Lotus, Corfou, l'affaire du Nicaragua, donc un certain nombre d'arrêts, l'affaire de 1949 portant sur les services des Nations Unies. Donc beaucoup de jurisprudence et des arrêts et des sentences rendues par des cours, que ce soit statutaires ou que ce soit ad hoc, constituent une très grande source importante du droit international public, et leur importance, elle est considérable dans la formulation de ce droit international. À côté, bien sûr, de la pratique internationale, qui pourrait se situer d'une manière après en dessous de la coutume, mais la pratique internationale constitue aussi une source considérable du droit international. On avait dit tout à l'heure
que la formulation de la règle internationale, que le cadre conceptuel et l'action normative du droit international étaient tributaires des États, puis après des organisations internationales, et on a vu remarquer non seulement les organisations internationales intergouvernementales, mais aussi les organisations internationales non gouvernementales. Les organisations internationales non gouvernementales ont contribué et continuent à contribuer d'une manière notoire à la formulation des principes, règles et normes du droit international. Et on avait cité les organisations internationales de la société civile non gouvernementale qui ont été à l'origine de la formulation d'un certain nombre de règles et de principes de droit humanitaire et qui même étaient à l'origine de la création de la Cour pénale internationale. C'est grâce à cette société civile et qui a fini par créer des institutions internationales, lesquelles institutions internationales, avec leurs valeurs normatives et avec leurs valeurs de production de règles, de normes et de sources importantes du droit international contemporain. Merci.